Comme chaque année, je ne faillirai pas à saluer le dynamisme de MBG de France, de son président Cédric Demeure, et d'ailleurs de toute l'équipe autour de Sandrine Baruyer, pour que ces assises soient un moment de partage, soient un moment de projection vers le futur, un moment de réflexion aussi, comme on vient d'avoir une ouverture assez forte d'ailleurs dans le déroulé de la table ronde à laquelle j'ai pu partiellement assister, et pour une fois ça m'a fait tout à fait plaisir de pouvoir bénéficier un petit peu de ces échanges. Alors, pour revenir donc sur la Direction générale des entreprises, moi j'y ai en charge le service de l'économie numérique, un service où évidemment on parle de politique industrielle, de champion du numérique, mais aussi de diffusion du numérique à travers l'ensemble de l'économie, et c'est l'intérêt pour la Direction générale des entreprises que de regrouper des gens qui s'occupent de tous les secteurs de l'économie, l'aéronautique, l'automobile, la santé, et de pouvoir partager avec eux une partie de l'expérience sur toutes ces technologies qui ne sont pas seulement des technologies, je dirais, qui résolvent un défi sociétal. On est beaucoup dans l'innovation de rupture aujourd'hui, sur des accents en disant on va faire des politiques d'innovation qui résolvent des défis sociétaux tels que mieux s'alimenter, la transition écologique, etc. Mais il y a aussi des besoins de consolider nos écosystèmes pour être forts sur les technologies diffusantes. Et évidemment, l'embarquer en est une. Et donc, on est très heureux de pouvoir le soutenir. Et nous, la façon dont on envisage notre travail d'administration, c'est de pouvoir amener les différentes briques qui constituent une politique publique. Et une politique publique, pour quoi faire? Une politique publique pour aider le tissu économique à se transformer par l'émergence effectivement de nouvelles technologies, par l'émergence de nouvelles attentes sociétales, par l'émergence de nouveaux défis dans la concurrence internationale, voire même de nouvelles configurations du commerce international, comme on est un petit peu dans cet environnement entre la Chine, coincé entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Et donc on prend des problématiques de transformation qui impactent les entreprises, et on cherche à concevoir la bonne politique publique, le bon mix entre soutien à la R&D, aspect normalisation, aspect innovation, aspect financement en capital aussi, c'est quand même le nerf de la guerre dans notre système jusqu'à preuve du contraire. Et donc on essaie de concevoir le bon mix pour pouvoir faire avancer en ayant une approche à 360 degrés de l'ensemble des problématiques. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans le fait de revenir, c'est qu'on peut regarder qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière et quel est le contexte dans lequel on s'inscrit cette année. Donc déjà, on a fait un certain nombre de beaux progrès. Le premier auquel je pense, c'est le lancement, enfin, car ça n'a pas été sans difficulté, de CPS for Europe. Vous en avez parlé probablement plus tôt. C'est quand même un projet assez conséquent, de plus de 50 millions d'euros d'assiette. Donc on a vraiment un bel exemple de ce qu'on peut faire collectivement, de manière structurante au niveau européen, pour faire non pas juste un petit peu d'incrémental, mais fédérer et agir en équipe au niveau européen sur ces secteurs où la concurrence est importante. Deuxième élément important depuis l'année dernière, la montée en puissance du comité stratégique de filière sur l'industrie électronique. Son contrat est signé, MBG de France est au bureau, et donc on s'est bien assuré que la prise en compte de ces priorités était faite. Donc on a signé ce contrat le 15 mars dernier, et évidemment on a des enjeux sur le développement technologique des CPS en France, sur le développement de l'embarqué. En toute objectivité, on est là, on se dit tout, on pense qu'on peut être encore plus concret, et on vous encourage tous à venir avec des propositions peut-être d'ambition renouvelée. On a un peu d'écart entre l'ambition des contrats de filière de transformer leur filière complètement, et aujourd'hui on a, je dirais, les éléments pour parler du sujet. On n'a pas encore complètement transformé en disant où est-ce qu'on veut être dans 2, 3, 5 ans, et comment est-ce qu'on peut être vraiment numéro 1 mondial. Ça, c'est donc le deuxième point. Il y a évidemment la cartographie qui a été faite et présentée dans la journée. Et puis, et là je rebondis sur à la fois l'actualité et la discussion qui avait lieu juste avant.
Depuis un an, s'est mis en place et s'est vraiment développé la nouvelle politique du gouvernement sur l'innovation de rupture, avec son conseil de l'innovation. Alors ça tombe vraiment très bien, parce que ce matin, de l'autre côté de la cour, il y avait une réunion pour fêter les 1 an du conseil de l'innovation, autour de Bruno Le Maire, et commencer à tracer un peu le bilan de ce fonds d'innovation de rupture, qui était une des innovations souhaitées depuis le début de ce mandat. Et alors, ce qui est intéressant dans ce bilan, si on le regarde ensemble aujourd'hui, c'est que les 2 premiers grands défis sont 2 des sujets dont on vient de parler. Et ils concernent très fortement. D'abord, la certification des algorithmes, des intelligences artificielles, donc qui est vraiment un enjeu industriel pour un certain nombre des filières aval qui sont représentées ici. On a parlé de l'aéronautique, on a parlé de l'automobile. Et donc, tous ces enjeux-là sont bien pris en compte dans ce grand défi qui a, à l'opposé de la politique publique qu'on peut faire à la DGE, là, le grand défi, le but, c'est de construire des briques technologiques de rupture. Donc on est à une approche plutôt techno, mais évidemment, ça vient à l'intérieur d'un package global, et on a des opportunités économiques de construire des solutions là-dessus, dont on voit bien qu'elles sont très en lien avec votre communauté. Le deuxième défi, c'est celui des diagnostics médicaux, c'est pour ça que j'en parle, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les diagnostics médicaux. Là aussi, il y a de l'embarqué dedans, hein, puisque les outils médicaux sont souvent assez autonomes de ce point de vue-là. Et donc, c'est pour montrer que cette politique d'innovation sur l'innovation de rupture, elle nous concerne, elle doit vous concerner, elle nous concerne au niveau national. Il y a une agence analogue qui émerge au niveau allemand, et surtout au niveau européen avec l'European Innovation Council, le EIC. Et donc il faut, je vous encourage à suivre ces travaux-là de très très près, car c'est probablement là que se trouve une partie du futur de notre communauté. Donc, dernier point, depuis l'an dernier, qu'est-ce qui a changé? Alors la DGE nous-mêmes, on s'est beaucoup transformé. On a eu une phase de réflexion interne, changement de directeur général aussi, c'est un des éléments qui aident en général à avoir un regard sur soi un peu critique. Et donc on a eu beaucoup de travaux dont certains ont certainement ont pu se rendre compte. La démarche qu'on a prise, c'est de dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui dans une administration pour être plus dans la conception mais aussi l'exécution de A à Z des projets de politique publique sans se disperser. Donc on a fait ce que beaucoup d'entreprises font, on a revu l'ensemble de nos missions, on en a écarté 20% déjà, on a remobilisé les ressources sur de nouvelles approches, de nouveaux projets, et ça nous a amené à arrêter certaines choses, dont certaines étaient en liaison avec les uns et les autres, et notamment à repousser vers BPI France un certain nombre de choses qu'on faisait en termes de soutien de projets. Donc c'est vrai, aujourd'hui, la DGE, on ne fait plus du tout de soutien de projets individuels. Les seuls projets qu'on suit en propre, en tout cas qu'on accompagne fortement, c'est des projets structurants comme CPS for Europe, qui sont le reflet de la transformation des filières. Mais la DGE, aujourd'hui, ne distribue plus d'argent. Il y a des opérateurs qui sont le BPI essentiellement pour le programme d'investissement d'avenir qui le font. Nous sommes aussi dans une démarche où on cherche à décloisonner au sein de la DGE, parce que les projets structurants, que ce soit la certification des algorithmes, que ce soit l'usage de l'intelligence artificielle dans la santé, doivent mobiliser des compétences à la fois chez nous, numériques, mais aussi, par exemple, dans la santé, qui sont dans un autre service à côté. Et donc, on développe des approches projets. Et là-dessus, je vous encourage, parce que vous êtes vraiment une communauté avec des filières aval, et le lien entre l'aval et la production de technologie est évidemment au cœur de tous les projets que vous pouvez faire émerger, à ne pas hésiter à venir nous voir, mais à venir nous voir avec un projet. Et ensuite, nous, on mobilise les gens des différentes unités qui sont nécessaires pour pouvoir conduire ce projet jusqu'au bout. Donc ça, c'est, je dirais, les 2 messages sur la transformation de la DGE. Et je voudrais vous donner enfin un petit bout de regard et probablement éveiller votre conscience sur un des aspects qui est en train de se développer fortement dans les politiques publiques, sous l'impulsion de Bruno Le Maire, qui est le pacte productif. Finalement, pourquoi est-ce qu'on travaille sur ces questions? C'est parce qu'on cherche à développer de l'emploi, parce qu'on cherche à faire en sorte que la France reste compétitive, parce qu'on cherche à ce que globalement,
on continue d'avoir en France une certaine souveraineté, c'est-à-dire une liberté de choisir un certain nombre de nos règles. On parlait des règles de responsabilité tout à l'heure, mais il y a aussi des valeurs. Et pour ça, on est conscient qu'il faut être capable de maîtriser un certain nombre de secteurs techniques et économiques. Et finalement, la dispute existante entre Chine et États-Unis, elle est beaucoup sur la souveraineté technologique. Donc, la réflexion qui a été lancée par le président de la République en fait, en avril dernier, à l'issue de l'épisode Gilets jaunes, c'est en fait une réflexion sur 3 questions. En 2025 et au-delà, qu'est-ce qu'on va produire en France? On va produire avec qui? C'est quand même la question des personnes. Et comment on va produire? Et ces 3 questions qu'on a intérêt à se poser, elles montrent une évolution du focus pour l'ensemble de nos réflexions qui passe de comment est-ce qu'on est innovant et une sorte d'idée que si on a les labos de R&D qui vont bien, alors l'emploi va suivre. Et on sait que ce n'est pas si simple. Comment est-ce qu'on construit le bon continuum entre de l'innovation, de la production, du dynamisme de marché également, et surtout les compétences. Et sur les compétences, je pense que vous êtes tous face au même défi qui est celui de la rareté d'un certain nombre de talents. C'est un élément qui est diffusé, que tout le monde rencontre dans l'industrie aujourd'hui, qui est particulièrement prégnant sur les thématiques qu'on vient d'évoquer. Alors là, on avait les 2 mots-clés les pires en termes de rareté de compétences, intelligence artificielle, cybersécurité. Si vous croisez les deux, je pense que ça fait des potentiels de salaire assez considérables eu égard à la rareté sur le marché. Et donc, on a ces enjeux de compétences, de formation des compétences sortant de l'appareil de formation initiale, mais aussi de la transformation des métiers qu'induisent tous nos projets, que ce soit la transformation du métier même de médecin, avec les outils de diagnostic, qui ne seront pas débarrassés de leurs responsabilités, mais néanmoins vont voir leur quotidien assez profondément transformé, mais aussi toutes les industries de services, toutes les industries du transport, on pense aux véhicules autonomes notamment. Et donc on a une responsabilité collective à réfléchir à comment est-ce qu'on reformate ces emplois, comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes vers de nouveaux types d'emplois, parce qu'il y en aura d'autres, et ça je pense qu'il faut en être convaincu. Et donc ces éléments-là sont extrêmement importants. Dans la comité stratégique de filière industrie électronique, il y a un volet réflexion sur les compétences, c'est très bien. Il faut aussi réfléchir à l'implication que les entreprises, les universités, tous ensemble, on peut avoir sur l'accompagnement des tissus économiques locaux, parce que c'est au niveau du bassin d'emploi, et pas forcément depuis Paris, depuis cette salle, qu'on identifie les besoins et les solutions en la matière. Donc ça, ce sera vraisemblablement un chantier dont on aura l'occasion de reparler. L'autre chantier sur lequel il faudra sans doute reparler, on reparlera avec le comité de filière évidemment, c'est comment on se donne plus d'ambition sur le mieux produire en France, y compris dans l'industrie électronique. Ça reste un des accents forts pour nous de dire l'embarqué doit nous servir à rapatrier aussi de la production industrielle et pas juste à faire du logiciel, même si c'est déjà extrêmement important. Et puis enfin, évidemment, cette question de la souveraineté que j'évoquais, c'est-à-dire que quand on voit les débats sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, on voit bien tous les risques qu'il y a à ne pas maîtriser suffisamment ces technologies. On pourra faire toutes les normes qu'on voudra, tous les standards, toutes les lois, tous les règlements. Si la réalité du marché, c'est que les intelligences artificielles, ou en tout cas les modules utilisés, sont ceux qui ont servi pour faire du social rating en Chine ou autre, tout ça sera balayé par la réalité des faits. Et donc il y a cet enjeu-là de vraiment construire le bloc de compétences, d'offres sur le marché qui nous permettent de maintenir une capacité à déployer une société, certes intensément technologique, mais avec des technologies dont on sait qu'elles sont conformes à nos valeurs et pas juste qui viennent balayer que ce soit des normes sociales
ou des normes, bien sûr, liées, par exemple, au respect de la démocratie, comme on le voit dans certains environnements. Je vous renvoie au débat sur les fake news, par exemple. Voilà un petit peu pour les quelques axes que je voulais brosser un peu dans cette transition entre ces tables rondes, la remise des trophées, que je suis sûr que vous attendez tous, mais je crois qu'avant, il y a encore Bertrand Tavernier, notre grand Bertrand témoin. Tavernier qui va parler. Et encore une fois, merci à tous de votre mobilisation, parce que ce que cette communauté réalise à travers MBG de France, à travers tous ces échanges, c'est exactement l'exemple du travail en équipe, collectif, associant producteurs, utilisateurs, qui est la condition indispensable pour rester compétitif dans une lutte qui est évidemment extrêmement acérée. Je pense que vous le ressentez encore plus que moi. Donc merci beaucoup, et puis donc place à Bertrand Tavernier. Absolument. Avant les trophées.